Bon, mes amis, merci d'être là. Bonsoir. On va commencer cette soirée pour ne pas pénaliser ceux qui étaient à l'heure, parce qu'on a toujours des retardataires qui prennent l'habitude désormais d'arriver de plus en plus tard. Donc, vous êtes les bienvenus donc, au musée du barreau de Paris. Alors, il y a des habitués qui connaissent par cœur mes laïus introductifs, et puis il y a quelques nouveaux visiteurs que je suis ravi d'accueillir. Vous précisez que vous êtes ici dans l'hôtel de la Porte, qui est un hôtel particulier classé depuis le 19e siècle, mais qui a quasiment 4 siècles d'existence et qui est un chef-d'œuvre de perspective et de renaissance, notamment par son escalier que vous aurez le plaisir ou l'obligation de visiter en sortant de cet établissement après notre sympathique et intéressante conférence. Il abrite de façon plus concrète autour de vous les collections du musée du barreau de Paris, appartenant donc à l'ordre des avocats au barreau de Paris. Nos collections sont un tout petit peu désorganisées en ce moment parce que nous accueillons une exposition temporaire sur les pièces à conviction en partenariat avec la préfecture de police qui nous a prêté beaucoup d'objets sympathiques, des cordes à étrangler, le fer à friser d'une victime de Landru, le thermostat de la chaudière du docteur Petiot, enfin des choses sympathiques. Voilà. Donc quelques objets qui, cette exposition que je vous invite à regarder tout à l'heure avant que, à la fin de nos réjouissances, vous aurez quelques minutes pour la regarder un peu et la découvrir, dure jusqu'à fin mars. Vous pouvez revenir, vous le savez, si vous êtes avocat gratuitement, y compris avec tous vos accompagnants, dans une mesure limitée. Mais nous ne faisons pas de discrimination à vos nouvelles familles. Et en revanche, vous êtes un autre visiteur. Il y a des groupes toute la semaine. Et puis, il y a une visite sur simple ticket pendant le week-end, un peu libre, avec des horaires assez larges. Ce soir, vous êtes ici pour une audition contradictoire. C'est la dernière de l'année. Après une série, on en a fait quasiment une quinzaine d'auditions contradictoires. C'est dans nos conférences débats. Et j'ai le grand plaisir d'accueillir deux amis très chers et deux excellents juristes. Philippe Cohen, qui est le prétexte de l'invitation, voilà, qui a suscité, grâce à son nouveau livre, ici Internet contre Internet, plaidoyer pour le respect, 50 propositions pour détoxer les réseaux sociaux. Philippe Cohen, qui est un habitué du musée, quand même, qui est déjà venu ici discuter avec Annette Vivorca, ce qui était quand même pas mal. Donc, de trois questions qui me semblaient importantes autour du procès à Eichmann, et puis parler aussi de Mein Kampf et de toutes choses assez inquiétantes. Et puis Basile Adair, que j'ai le grand plaisir d'accueillir, alors cette fois pour la première fois en qualité d'invité pour participer à une audition contradictoire, même s'il est déjà venu de nombreuses fois au musée. Je vais les présenter un tout petit peu plus longuement. D'abord peut-être Basile, parce que il est vraiment ici chez lui. Il le sera d'autant plus à partir du 1er janvier, où nous nous rangeons sous ses ordres, puisque Basile devient notre vice-bâtonnier, cette fois vraiment en fonction à partir du 1er janvier, après avoir été élu avec Marie-Aimée Perron il y a maintenant 1 an et quelques. Basile Adair est d'abord et surtout avocat au barreau de Paris depuis 1988. Pas vous réciter tous ses diplômes, simplement il a été collaborateur d'Henri Leclerc. C'est important parce qu'on reçoit Henri ici le 6 février prochain. Donc oui, ça fait partie aussi des gens qu'on aime bien voir au musée, et puis on lui consacre une soirée. Donc on est assez content de l'accueillir. Il a été secrétaire de la conférence, il a été membre du conseil de l'ordre du barreau de Paris, où j'ai eu le plaisir de siéger au moins une année avec toi, je pense. Il est pour moi surtout le rédacteur en chef, le dirigeant ou le directeur de la rédaction, je crois que c'est plutôt ça, de Légipresse, qui est la publication qui fait référence et autorité sur le droit des médias. C'est la publication, celle que tout le monde doit lire de façon absolument nécessaire et urgente, que vous fassiez du droit de la presse de façon régulière ou pas. Il enseigne, il fait beaucoup de choses. Il est en dehors de devenir notre vice-bâtonnier effectif à partir du 1er janvier. Je crois que tu rejoins aussi le cabinet Auguste Debouzy comme associé. Je ne sais pas si c'est au 1er janvier, au 2 peut-être. Oui, au 2. Au 2 sans doute. Au 2. Donc dès le 1er janvier, il tient l'ordre, et dès le 2, le premier au matin, pardonne-moi, je t'interromps. Je ferai un petit déjeuner avec les gens des avocats de permanence. La permanence pénale, il y a 6 ou 7 confrères qui assurent dès le 1er janvier au matin, et c'est après souvent les bagarres du 31, donc il y a pas mal de gens à défendre, et je vais faire un petit déjeuner avec eux. Voilà, sache que je prendrai mes fonctions dès la première heure. Puis tu iras te coucher après, c'est ça. Parfait. En tout cas, on est ravis de cette prise de fonction et de cette élection. À mes côtés, Philippe Cohen, que j'ai déjà un tout petit peu présenté par le fait qu'il est déjà venu. Il est surtout un important juriste. Tu acceptes de dire tes fonctions, ou tu les gardes de façon privée? En transparence. Très bien, en transparence. Directeur juridique aujourd'hui à la Wilson Company.
Et puis surtout, avocat un jour, donc. Avocat toujours, nous sommes d'accord. Philippe Cohen, il est ici évidemment parce qu'il a été avocat et donc il le reste pour nous. Il est un juriste éminent, mais surtout il est l'initiateur de choses très intéressantes qui sont, on va dire, un sujet sur lesquels il publie, sur lesquels il écrit, sur lesquels il milite. Il est l'initiateur de quelque chose qui est très important à laquelle nous avons adhéré, aussi bien la Grande Bibliothèque du droit que j'ai l'honneur de diriger pour le barreau de Paris, que le musée, que mon cabinet, que tout, etc. Et nous sommes ici plusieurs, Philippe Basile y compris. Et le barreau de Paris. Et le barreau de Paris à avoir soutenu cette initiative, donc on vous reparlera peut-être dans quelques instants, qui est Respect Zone, vous expliquer après de quoi il s'agit concrètement pour ceux qui n'ont pas encore adopté ce logo, ils ne l'ont pas mis sur leur page de sites internet, de réseaux sociaux, etc. Il est l'auteur de plusieurs livres, 3 désormais, non, si je ne me trompe pas. Il y en a un notamment important, enfin ils sont tous importants, et tu dois l'avoir ici, voilà. Si tu peux le montrer, ça nous... pour la caméra, parce qu'on est pas filmé. Par la taille, ceci dit, mais... Il est important partout, voilà. Par le propos, sûrement. Voilà. Il est donc, c'est pour en finir avec Mein Kampf en combat et combattre la haine sur Internet avec David Alexandre et Jean-Marc Dreyfus. Il y a un livre dont je ne suis pas persuadé qu'il soit aussi captivant pour tout le monde, qui est Company Lawyers. Captivant pour ce monsieur. Captivant pour ce monsieur, mais je veux dire... Independent by Design. Independent by Design, très bien. Il faudra qu'on en parle avec la nouvelle présidente du CNB également. Très bien, mais je veux dire, il est moins politique, moins historique que celui qui nous intéresse moins grand public aujourd'hui. Voilà. Et puis enfin, celui-ci qui vient de sortir, qui est sorti il y a très peu de temps, Internet contre Internet, donc le plaidoyer pour le respect, les 50 propositions pour détoxer les réseaux sociaux, qui nous semble quelque chose, un message qu'il faut marteler, expliquer, en permanence promouvoir. Alors peut-être que le plus simple pour démarrer cette soirée, c'est que tu nous fasses pas les 50 propositions, parce que le but c'est que vous achetiez aussi le livre, je vous le dis tout de go, et que vous le lisiez, mais pour au moins répondre la bonne parole, on donnait quelques éléments clés, ce que c'est, en même temps aussi présenter Respect Zone, ça me semble important. Merci beaucoup, merci tous d'être là avec nous pour débattre de comment est-ce qu'on détoxe, comment est-ce qu'on fait un régime amaigrissant à la fois du harcèlement, de la haine sur les réseaux sociaux, de tout ce que produit avec talent souvent et efficacité toute la fachosphère, et ce qui nous permet aussi de pouvoir lutter à notre mesure contre la radicalisation qui fait aussi partie de ce qui est disséminé sur les réseaux sociaux. Donc Basile nous parlait de son programme pour le 1er janvier, pour l'an nouveau avec la permanence. Le mot permanence, moi je trouve que c'est un terme intéressant pour rebondir sur cette thématique, tant plus qu'à ma droite il y a quelqu'un ici qui s'appelle Marila Golsal, qui est une consoeur, avec laquelle nous avions fait des permanences pendant plusieurs années pour une association antiraciste. Et la notion de permanence m'intéresse beaucoup. Il y a aussi une autre notion qui m'intéresse beaucoup, c'est un des 400 métiers que exerce Emmanuel Pirat, qui est celui de conservateur de ce beau musée. Mais il y a seulement une difficulté avec la notion de musée, c'est qu'elle a comme connotation la relégation. Et notre travail avec cette association qui est soutenue par certains des meilleurs confrères, c'est d'éviter de reléguer au musée des valeurs et de la pensée la notion de respect. Donc musée, oui, mais pas pour le respect. Et en tout cas, on espère que la notion de respect ne sera jamais invitée dans ton musée. L'idée, c'est qu'on puisse ensemble, et quand je dis ensemble, c'est d'abord avec la communauté des juristes, qui est trop peu impliquée dans le volcan et dans le moteur de l'initiative des projets politiques. On a beaucoup de juristes qui sont entraînés à mettre en œuvre des projets, à en faire leur exégèse, à les mettre en musique. Mais l'idée, c'est qu'on soit nous-mêmes les compositeurs de la musique pour une fois. Il y a trop peu de projets qui sont portés par la communauté des juristes en tant que promoteurs du projet. Notre initiative, qui est une initiative de droit souple, à ne pas confondre dans une mauvaise traduction de la soft law avec le droit mou. Le droit souple est un droit agile, un droit qui sursaute, qui se réveille, qui se met à jour au même rythme que les réseaux sociaux, c'est-à-dire 400 fois par seconde, ce qui est très très compliqué pour un texte de loi. Ce qui est encore plus compliqué lorsque l'offense
contre laquelle on débat tout le temps, que ce soit dans l'affaire Weinstein ou tous les débats en ce moment. Il y a beaucoup d'affaires qui seront peut-être obsolètes le jour où cette vidéo sera visionnée. Mais lorsque j'étais invité sur LCI lundi à évoquer on fait quoi avec l'humour qui est en déperdition en France, avec l'affaire Antoine Griezmann, qui a été interpellé parce qu'il avait publié une photo sur Twitter de lui en blackface. C'est-à-dire il voulait faire lui un hommage aux joueurs de la NBA, et donc il s'est déguisé, il s'est noirci le visage comme cela a été fait au début du siècle précédent aux États-Unis pour des moins bonnes raisons. Et donc il fallait savoir s'il avait eu raison ou tort, si ensuite il s'était excusé, si l'excuse était suffisante. Et puis on m'a aussi interrogé sur un sujet qui est d'une actualité brûlante, comme il y en aura peut-être une autre dans quelques heures. C'était, fallait-il licencier l'animateur depuis 17 ans sur France 2 qui s'appelle Tex, parce qu'il a fait il a mis à jour une très mauvaise blague qui, après l'affaire Quanta, est tout à fait difficile à entendre, sur comment est-ce qu'on peut se moquer des femmes battues. Donc on le voit bien, notre travail, c'est un travail qu'il faut faire. Alors c'est vrai que c'est pas toujours très très fun que de lutter contre la fachosphère, contre la haine, contre les trois pans qu'on essaye d'embrasser avec nos mains qui sont parfois un petit peu trop petite pour embrasser l'offense qui est faite à chacun de nous sur les réseaux sociaux, que sont les trois pans. Et c'est pour ça qu'une charte est importante. C'est une charte que nous avons composée en 4 paragraphes. Et nous savons tous ici, juristes, à quel point faire court et faire concis, c'est un défi fait à notre formation. Il suffit de voir la manière dont les attendus de la Cour de cassation sont écrits. Notre charte est probablement plus courte que la moyenne de tous les attendus réunis. Elle fait 4 paragraphes. Elle a été conçue pour être intelligible par un enfant en âge de la compréhension de lecture, c'est-à-dire à partir de l'âge de 7-8 ans. Et faire ce travail en tant que juriste, c'est un défi déjà à notre propre pratique. La charte existe depuis 3 ans maintenant, parce que ça fait 3 ans que nous avons lancé cette initiative pour voir comment est-ce qu'on peut rebâtir une initiative qui nous a tant marqué tous ici, pour ceux qui ont plus que 49 ans, c'est-à-dire touche pas à mon respect, d'une certaine manière. Lorsque nous étions en train de travailler avec d'excellents confrères comme Basile sur qu'est-ce qu'on répond à la mise dans le domaine public du livre assassin le plus dangereux que l'humanité ait pu porter, puisqu'il fait encore des morts aujourd'hui, Mein Kampf, et qui a fait plein de succès d'années, et on s'est interrogé de savoir comment est-ce qu'on récompenserait d'une manière positive et non pas morale ceux qui feraient l'effort de voir apposer un appareil critique devant ce texte assassin, ce qui est à peu près ce qui n'est jamais fait sur les réseaux sociaux et sur Internet. Lorsque vous cliquez Mein Kampf sur Internet, vous avez 99% de chance ou de risque ou de malchance de tomber sur un texte qui est plutôt pro-Mein Kampf et qui en rien ne sera averti et qui n'expliquera jamais qui était Hitler et ce qu'il a commis. Notre travail, ça a consisté, avec l'historien Jean-Marc Dreyfus que vous avez cité, avec Jean-Yves Camus et avec vous-même, Emmanuel, de travailler sur un avertissement court du format des réseaux actuels. C'est-à-dire comment est-ce que... En fait, le défi, c'est qu'il fallait que lorsqu'on clique sur Mein Kampf, que l'on tombe d'abord sur l'important, c'est l'avertissement que l'on se fait à soi-même pour expliciter la portée de ce texte. Et c'est un texte qui aujourd'hui, je vous le dis, tue encore, et qui est plutôt une matrice, comme un template, comme on dit, pour tous les crimes de masse, que ce soit Anders Breivik avec ses 76 morts à Oslo, ou tous les génocides de l'histoire contemporaine, y compris le massacre des Khmers rouges, y compris ce qui s'est passé en 1994 au Rwanda. Il y avait toujours un texte d'incantation qui répondait toujours à un plan type. Et le plan type, il est inscrit dans la formidable et diabolique synthèse qui a été faite par Hitler. Alors, par hommage pour cette élection qui a porté au vice-bâtonnat Basile, je me suis dit que j'allais, puisqu'on est dans un cadre
contradictoire, ce que nous, juristes, avocats, adorons. On adore être pas d'accord, l'interjection, les dissensions. Je me suis dit que j'allais commencer à faciliter son travail en me mettant à sa place. Et donc je me suis dit, voilà, on est le 21 décembre, je m'appelle Basile Adair, et qu'est-ce que je vais dire à Philippe Cohen pour essayer de porter l'affront, l'attaque vis-à-vis de Internet contre Internet, qui en français se prononce Internet. Alors au moment où Star Wars sort, je trouve ça intéressant de parler de la dark side qui est en chacun de nous, puisque dans Internet, il y a Internet, quand on tend l'oreille. La haine qui est un peu comme le yang du yin, qui se trouve quasiment dans le design même de ce que les inventeurs universitaires, voire militaires, ont porté dans les années 70, 80. Quand Internet est né, personne n'avait imaginé que tous ces universitaires qui avaient tous en moyenne un bac plus 12 allaient créer une invention qui serait aujourd'hui le principal fomenteur et porteur de la haine moderne. Ça n'avait pas été prévu, ça a été oublié. Il y a des oublis qui sont excusables pendant l'espace de quelques jours ou quelques mois, mais un oubli affirmé depuis 25 ans, c'est plus un oubli, c'est un choix commercial, c'est un choix anti-éthique, et c'est à nous de trouver, nous en tant que juristes, de trouver des idées pour dire mais comment est-ce qu'on peut, en tant que juristes qui sont capables de pouvoir codifier ce qui n'est pas bien exprimé, puisque notre travail en tant qu'avocat, si on fait de l'étymologie, ad vocarem, c'est de porter la voix. Porter la voix de tous ceux qui se plaignent que Internet est une catastrophe, mais passent leur temps uniquement à compter les morts, à compter la haine, et à ne rien faire pour porter cet argument de comment est-ce qu'on se bat. Et alors moi j'ai voulu qu'on se batte avec des moyens de droit. Alors j'ai ressorti quelqu'un qu'on lit tous avant de dormir, Pierre Bourdieu, qui en 1986 a publié un texte dont le titre déjà évoque beaucoup de choses, et beaucoup plus compréhensible d'ailleurs que l'essentiel du contenu, c'est « La force du droit ». La force du droit, c'est notre meilleur recours démocratique. Et l'avocat ou le juriste est normalement le meilleur porteur du recours démocratique. Alors il y a deux passages que je voulais vous indiquer, parce que ça fait toujours très bien de... Après on passera la parole à Basile. Oui, bah oui. De provoquer dans la contradiction, mais voilà. Mais attendez, il faut que Basile puisse répondre à la mémoire de Pierre Bourdieu. Et donc Bourdieu qui lui-même cite Jacques Ellul, qui vaut la peine d'être cité, et qui dit que l'émergence du droit, décrit Jacques Ellul, se situe au point où l'impératif formulé par un des groupes composant la société globale tend à prendre une valeur universelle par sa mise en forme juridique. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas codifié ou mis en forme, on n'a pas fait le travail. Et on pourra faire tous les rapports du monde, ou toutes les incantations sur qu'est-ce que l'on doit faire après que la haine soit commise. Parce que si on regarde l'ensemble des projets de textes qui sont proposés, et c'est là qu'on ne va pas être d'accord, c'est là que ça va être sympa, c'est que l'ensemble des textes qui existent sont toujours liés à la responsabilité. Alors est-ce qu'on est hébergeur, est-ce qu'on est éditeur, est-ce que c'est à l'hébergeur d'aller faire tomber, comme on dit, c'est le take-down du contenu qui incite à la violence, à la commission de l'acte violent. Mais lorsqu'on se situe en aval de la commission violente, il est déjà trop tard. Parce que le temps de l'Internet n'est pas le temps ni de la justice, même quand elle est très bien défendue ou jugée, mais le temps de la haine, c'est le temps d'un clic. Et un clic, c'est extrêmement rapide. Lorsque notre association a été contactée, et j'en parlais encore hier à la commission bioéthique du barreau de Paris avec notre consoeur Laurence qui est ici présente, Azouz Bakri, lorsqu'on a été contacté par une école labellisée comme les 30 écoles en France qui sont déjà labellisées Respect Zone, il y en a une qui se labellise tous les 3 jours. Et j'invite tous ceux qui ont des conjoints ou enfants ou neveux ou nièces en âge d'être scolarisés de rejoindre l'idée de marquer l'endroit par une labellisation. Nous avons une école en Vendée qui nous écrit et qui nous dit « Nous sommes dévastés », comme on dit en franglais, parce qu'il y a une des jeunes filles qui a été refusée sur Facebook comme amie, et le refus a causé un énervement, au moment où le cerveau reptilien commence à être agité,
Donc la jeune fille refusée, la refusnik de Facebook, a été chercher comment se venger. Et le problème, c'est qu'on trouve en 4 secondes comment se venger. Et là, vous avez des groupes de clash entre jeunes, entre moins jeunes, qui sont anonymés. Vous avez des mutualisations haineuses qui sont offertes en pâture à n'importe qui veut se venger et rétorquer et faire du mal, parce que tout le monde est convaincu qu'il n'a pas été respecté. C'est pour ça que le mot respect est important. C'est un mot que tout le monde peut invoquer, y compris votre pire ennemi. Et donc cette jeune fille a été sur un groupe qui s'appelait Clash FB. Et le clash, c'est quoi? Ça veut dire que vous demandez de l'aide à un groupe qui, en l'occurrence, faisait 36 000 personnes. Donc quand vous demandez de l'aide à 36 000 haters, trollers, énervés, qui sont capables de pouvoir tout de suite, en 3 clics, trouver le numéro de portable des 200 membres de la famille et des amis de la première qui a eu l'idée de dire non à une demande d'une amitié sur Facebook, pour autant que ça parle de l'amitié. Et donc, appel incessant jusqu'à 4 heures du matin, menace de mort. La jeune fille a été déscolarisée, la plainte a été refusée par les services de police. Et il y a une difficulté à répondre à cela avec la justice classique qui va intervenir, qui va entendre l'affaire, qui va peut-être enregistrer la plainte, qui va sûrement la classer. Alors, admettons qu'on fasse une action civile, ça va prendre combien de temps? Ça va être avec quel honoraire? En tout cas pas ceux qui sont facturés à l'heure par le cabinet Auguste. En tout cas, c'est très compliqué. Non, il faut un peu le piquer au vif pour arriver à avoir un vrai débat. Et donc, dès que Basile veut répondre, moi je serais ravi ensuite de continuer avec les autres arguments que tu aurais pu faire. C'est mon tour. Oui, je crois que c'est ton tour, parce que là, voilà, il a lancé une vacherie, donc maintenant il est content, donc tu peux répondre, mais parler plus généralement et élever un peu le débat. Non, il est déjà très haut. Merci de votre invitation à débattre de ces questions qui sont fondamentales. Et c'est moi le vice-bâtonnier du barreau de Paris qui, rappelons-le, quand même le plus beau du monde, à partir du 1er janvier prochain, ni non plus futur avocat associé de ce très beau cabinet d'avocats, également à partir du 1er janvier qui s'exprime, mais plus le citoyen et celui qui a un peu réfléchi sur ces questions de liberté d'expression, d'encadrement de la liberté d'expression, la liberté des échanges, qui est fondamentalement aujourd'hui le... Alors ce qui est formidable, c'est de débattre avec le Mahatma Gandhi, c'est-à-dire l'apôtre de la non-violence, mais c'est vrai que le Mahatma Gandhi avait considérablement fait avancer la cause indienne en se présentant sans violence et en refusant de céder aux provocations et en disant il y a naturellement un respect qui va s'installer parce que moi-même, en toutes circonstances, je n'élèverai jamais la main. C'est un peu ce que nous propose Philippe Cohen avec ce déversoir de haine, et on le constate tout, de harcèlement avec les trollers, avec tout ce que cette nouvelle technologie permet à ceux qui sont un peu astucieux et qui la maîtrisent mieux que d'autres, de créer ce qui n'était pas possible avant, parce que encadré par la loi et parce que surtout non protégé par l'anonymat. Car vous ne l'avez pas dit, mais ce qui est quand même fondamental et au centre de cette situation, c'est l'anonymat qu'autorise Internet avec la complicité des grandes industries américaines qui fournissent les accès ou les hébergements, et notamment les éditeurs de réseaux sociaux, qui permet à tout un chacun de déverser sa dark side, effectivement, sur son ordinateur, avec la quasi-certitude qu'il ne serait jamais découvert. Et c'est précisément parce qu'il n'est jamais découvert qu'il se permet tout cela. Il y a une histoire qui est un peu éloignée de notre cas de figure, mais que moi je trouve assez proche au moment de réfléchir à trouver dans la règle de droit, parce que c'est la règle de droit qui encadre la civilisation, c'est parce qu'il y a la règle de droit que les hommes vivent ensemble et ne cessent de se faire la guerre et de s'entretuer ou de se violer. C'est cette histoire d'un supermarché dans la région toulousaine
où, en pleine ouverture, les caissières ont fait une grève subite. Ils ont décidé qu'elles laisseraient passer toutes les personnes sans plus arrêter, etc. Dans un grand supermarché, je ne me souviens plus de l'enseigne, je crois qu'il y a moins de 40 personnes qui ont attendu qu'elle cesse la grève, quelques minutes, pour effectivement payer leur caddie. Tous les autres, c'est-à-dire une immense majorité de gens, ont rempli leur caddie et sont sortis à toute allure parce qu'elles se sont dit c'est l'aubaine, elles ont toutes volé. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait plus de crainte de gendarmes, d'être arrêtés, etc. C'est un peu la même chose sur Internet. Et donc j'entends bien que la contradiction que Philippe Cohen souhaiterait que j'installe à mon tour, c'est la place du juge dans cette histoire. Et c'est la place du bâton. C'est vieux comme l'humanité. Philippe Cohen, c'est la carotte et moi, je serai le bâton. Et donc, je pense qu'on ne pourra pas, quel que soit cet appel intelligent à la raison et à la bonne partie de chacun de nous, que Respect Zone et tout ce que vous proposez, qui évidemment, de mon point de vue, est complémentaire, c'est pas alternatif, c'est pas soit vous, soit moi, soit j'identifie les bons et on se retrouve entre nous et on a cet espace de tranquillité où on n'est plus dérangé. Et l'ancien système qui de toute façon perdurera, c'est-à-dire des infractions prévues par la loi, punies par la loi pénale, et où on tente de se donner les moyens d'identifier les responsables, qui ne sont pas nécessairement que l'auteur du message, mais celui qui permet sa transmission, l'hébergeur, le fournisseur d'accès, avec toute une série de mesures instaurées par la loi européenne. D'ailleurs, c'est fondamentalement, en tout cas pour ce qui nous concerne, des directives européennes qui sont à l'origine de notre loi et qui autorisent des systèmes de mise en cause de la responsabilité, si ce n'est de l'auteur, mais en tout cas de ceux qui permettent sa diffusion. Et on arrive quand même, je sais que c'est loin d'être satisfaisant, grâce aux instruments qui sont aujourd'hui en place, à faire un peu le ménage pour la protection de la réputation des gens, de leur image, la diffusion de certaines vidéos qui sont prises dans des circonstances souvent très intimes. Il y a toute une série de choses où nous, avocats, Emmanuel Perrat peut en parler aussi bien que moi, nous sommes régulièrement alertés et où nous tentons de faire un ménage, d'identifier, de faire des référés, de déposer des plaintes, etc. Un dernier exemple, et je terminerai sur ce qui, moi, me paraît fondamental, parce que je pense qu'elle est là, la solution. Je voudrais évoquer un autre point de vue qui est la manière dont le législateur appréhende les choses. Le législateur a considéré, après les attentats sanglants de 2015, qu'il fallait changer la loi sur la presse qui serait trop protectrice de la liberté d'expression et exclure de celle-ci les propos d'apologie du terrorisme. Pour les confier, comme on confie toute la délinquance de droit commun, à des procureurs qui auraient tous les moyens de la procédure pénale et sans les garanties posées par notre vieille loi sur la presse. Donc on a extrait ce délit de la loi sur la presse, on l'a mis dans le droit commun, c'est-à-dire qu'il y a une prescription de droit commun avec... je suis de ceux qui pensent que c'est pas satisfaisant parce que l'apologie terroriste, ça reste quand même de la liberté d'expression, comme les propos discriminatoires, racistes, et qu'il n'y a plus de cohérence, et que c'est pas une meilleure justice que de ne pas permettre aux gens de pouvoir s'expliquer avec toutes les garanties de la loi sur la presse permettant tout à fait, depuis plusieurs années, de punir ceux qui diffusent ou publient des propos qui sont pas tolérables au regard d'un certain nombre de critères. Et la dernière mention, c'est ce qui, à mon avis, procède de la réflexion qu'on doit avoir sur tout ce que vous proposez dans ces 50 mesures. C'est la tentative du législateur à 2 reprises de criminaliser la consultation de sites djihadistes. Et à 2 reprises, le Conseil constitutionnel, c'est pas possible.
C'est pas possible. Et le critère de manifestement pas pour un mobile d'appartenance, etc., est trop vague, et c'est ce qu'ils viennent nous dire dans la décision de la semaine dernière, cette semaine même, j'annule la loi. Et je loue de mon point de vue, hein, évidemment je ne suis pas pour qu'on consulte parce qu'il y a des esprits faibles qui prennent des bombes et des kalachnikovs et vont s'inviter dans les salles de concert pour tuer tout le monde. Je ne suis pas de ceux qui approuvent cela, mais j'ai approuvé la décision du Conseil constitutionnel. Alors j'en termine avec ce qui, moi, m'apparaît la responsabilisation à mettre en œuvre très vite, sans doute par la méthode douce de la soft law que vous proposez, des acteurs centraux. Et votre idée, si j'ai bien compris ce que vous proposez, c'est lorsque on appellera par exemple Mein Kampf, que dans l'indexation proposée par les moteurs de recherche, et au premier chef, le premier d'entre eux qui a 95% des consultations, c'est-à-dire Google, ne le fasse plus au seul regard de cette ergonomie qui fait que plus on est consulté, plus on est en haut, vous savez, de l'indexation, hein, c'est système qui est tout à fait, mais avec des critères de labellisation, de reconnaissance, c'est-à-dire que vraiment pour aller chercher Mein Kampf de la part de gens qui l'approuvent, il faut aller chercher très loin. Et donc, naturellement, on décourage ceux qui voudraient le lire au premier degré et non pas simplement comme un ouvrage éminemment historique. Éminemment historique. Et je suis le premier à le dire, à le redire, c'est un ouvrage central dans l'histoire de l'humanité, l'histoire contemporaine de l'humanité, et il n'est pas question d'en interdire l'accès pour comprendre comment ce seul ouvrage a pu aboutir à de telles monstruosités. Donc, ma solution, et je ne serai pas plus long que votre autre invité, c'est de dire il faut les rendre responsables. La seule logique marchande, à partir du moment où ils sont au centre de tout ce qu'on échange. Et une dernière chose, tiens, parce que je pense que c'est très intéressant. Savez-vous que on a pu dans nos dernières élections au Conseil de l'Ordre, les 2 dernières, avec ceux qui savent exactement mesurer la représentativité, la présence sur les réseaux sociaux, premier chef Facebook, mais aussi Twitter et aussi Avocat U, etc., ceux qui allaient gagner, qui allaient être en tête des élections au Conseil de l'Ordre. C'est-à-dire qu'on a interrogé 15 jours avant les spécialistes qui voient la présence et qui ont pu dire par avance ceux qui auraient le plus de voix. C'est dire la place centrale, y compris pour des élections professionnelles de gens aussi avertis que des avocats au barreau de Paris, dont on a pu dire, eh bien voilà, ceux qui seront en tête, c'est un tel, un tel, un tel. Alors, ils n'ont pas tout donné exactement dans l'ordre, mais les 4 premiers à chaque fois, parce qu'ils ont une résonance plus importante sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux uniquement. Pas les affiches, les tracts dans les tocs, etc. Ça veut dire le bouleversement, y compris dans un monde professionnel comme le nôtre, de la présence de ces réseaux sociaux. Et de ce point de vue, le constat, je vous rejoins parfaitement. Donc, ceux qui sont au centre, qui régulent Facebook, Twitter, Google, etc., il faudra un jour ou l'autre qu'on les prenne en tant qu'occasion en disant « ça suffit, ce n'est plus la seule logique marchande, c'est l'existence de la civilisation et du vivre ensemble qui est en jeu, et donc votre initiative de ce point de vue-là, je la salue. Vous devez mettre en place les outils. Alors évidemment, il faut qu'ils soient le plus neutres possible, parce que sinon ça ne fonctionne plus, et c'est la mainmise aussi. Mais tous ceux qui ne peuvent pas être consultés pour X et X raisons ne doivent pas apparaître en tête de votre indexation. C'est pas possible. Il faut que vous fassiez déjà par là le ménage. Alors ils le font déjà, paraît-il, les Américains, dès qu'il y a une image un peu licencieuse, parce que ça les choque beaucoup plus que des propos haineux, antisémites ou racistes. Hein. Il faut les années, c'est quand même les Américains qui sont, pardonnez-moi, les principaux interlocuteurs. Et je crois savoir d'ailleurs qu'il y a, je termine par là, des États qui sont moins démocratiques qui ont réussi à trouver les clés pour faire le ménage. Je crois qu'en Chine, il y a plein de messages qui ne sont pas accessibles. En tout cas, il faut vraiment bien savoir s'y prendre parce qu'ils ne le sont pas par des simples interrogations. Donc, je pense qu'il y a quand même la possibilité de trouver là des formes de régulation, d'autorégulation par ces grands acteurs sur tous nos échanges en la matière.
Et de ce point de vue, et c'est là où vous avez déçu parce que je ne vous porte pas tellement finalement la contradiction, une initiative comme la vôtre est excellente et doit être rejointe et doit être approuvée. Et c'est la raison pour laquelle le barreau de Paris y a rejoint. Mais vous ne pourrez pas faire l'économie du juge et de la sanction, car la seule carotte n'a pas marché. Il faut aussi un bâton pour faire avancer les choses. Non mais, mes amis, j'espérais bien que vous n'alliez pas vous entretuer, parce que sinon ça m'aurait inquiété d'inviter des combattants de l'antiracisme qui finissent par se taper dessus. Donc je suis très content que ce soit affleuré très moucheté quand même comme contradiction. Mais non, il y a plein de choses intéressantes dans ce que propose Philippe Cohen. Il y a des choses qui sont... alors il y a des choses qui font un peu sourire, mais qu'il faut réfléchir. À la fin, moi j'aime beaucoup la proposition numéro 50, qui est pour rapprocher les parties en conflit, médiation, diplomatie et mode alternatif de résolution des conflits. Exemple envisagé, faire signer simultanément la charte Respect Zone au barreau de Hébron et à celui de Jérusalem sous l'égide du barreau de Paris. Ça c'est le boulot pour les 2 prochaines années. Outils applicables pour les conflits territoriaux de voisinage. Là, je peux rentrer dans l'histoire comme... Je ne sais pas si les 2 prochaines années vont suffire, Basile. C'est une idée de votre prédécesseur. Ouais. Ce n'est même pas la mienne. C'était l'idée qu'on a développée avec Dominique Attias, qui revenait du barreau d'Hébron, qui était ébranlée par ce qu'elle avait vu, et qui m'a dit, j'étais avec Dominique Inchauspé dans son bureau, qui m'a dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire, Philippe, avec Respect Zone, avec cette situation? Alors évidemment, je dis, on ne va pas résoudre le conflit moyen-oriental avec 2 mains qui sont de couleurs différentes, bleu et blanc, en plus avec des couleurs qui pourraient mal interpréter, alors même que ce sont les couleurs de tous les réseaux sociaux, je tiens à ce que ce soit dit, parce que Alain Soral a tenté de faire l'argument, et on lui a répondu par la vérité, c'est que tous les boutons des réseaux sociaux sont bleus et blancs, donc qu'il aille se plaindre en Californie. Et ça n'a rien à voir avec un drapeau de la région. Donc cette idée-là, je l'ai mise en une proposition numéro 50, non pas en célébrant par avance l'anniversaire qui va bientôt vous tomber dessus, Emmanuel, mais plus parce que on est là sur comment est-ce que l'on peut pacifier des conflits, quels qu'ils soient. Et vous l'avez vu que quand on lit la proposition 50 jusqu'à la fin, on s'aperçoit qu'elle est translittéralisable, elle est transposable, dans tous les conflits de la mitoyenneté. Donc lorsque des voisins ne se parlent plus, le fait de mettre un signe du respect dans l'endroit des parties communes, dans la cage de l'escalier, je ne dis pas que ça va résoudre tous les problèmes sur Terre. Et qu'on ne se méprenne pas, ce projet rend extrêmement humble, c'est une garantie d'être auto-identifié à Sisyphe tous les jours. Mais par contre, on sait qu'on peut atteindre beaucoup de résultats lorsqu'une règle est articulée. Le vrai problème que l'on a, et c'est pour ça que j'ai voulu citer Bourdieu, c'est que lorsqu'on n'articule pas la moindre règle, c'est très compliqué après d'aller invoquer la règle. Sur Internet, il y a cette illusion qu'il n'y a pas de règle. Pourquoi ? Parce qu'il y a cet anonymat que Basile a cité, il y a cette illusion du fait qu'on soit hors sol, qu'il n'y a aucune territorialité. Alors on sait que le droit déteste la non-territorialité, il y a toujours une territorialité et une capacité de pouvoir appréhender n'importe quel fait, c'est pas moi qui le dis, c'était le doyen Carbonnier qui, lorsqu'il écrivait des choses qu'il ne commentait pas de manière neutre, les décrets de 40, c'était aussi une manière de pouvoir dire que en exprimant une règle, on amène la notion de règle. Et donc, moi, j'aimerais quand même faire un distinguo. Non, peut-être, pardon, juste une seconde, pardon Philippe. Pardon. Non, juste pour dire que donc, j'ai lu la proposition 50, il y a tout un grand texte explicatif avant, qui est le livre, et après les propositions, elles sont classées, je peux me permettre, il y en a sur l'éducation, la jeunesse et les sports, sur les il y en a sur les entreprises, il y en a sur les personnes morales, sur les cultes, sur les élus, sur les candidats pour n'importe quelle élection, sur les associations et pour l'ensemble des citoyens et des victimes, avec des choses il y a beaucoup de choses, il y a aussi bien, il y a les fake news, les fausses nouvelles, donc pas les fake news d'ailleurs, les conspirationnistes, il y a les plateformes de haine, les thèses conspirationnistes, il y a les contre-discours de haine, il y a vraiment beaucoup de choses. Et aussi cette idée. Alors, moi, j'aimerais faire une précision par rapport au propos qui a été tenu par Basile, parce que je cherche. La contradiction. Je cherche une contradiction. C'est que Basile a fait un parallèle avec Mein Kampf, qui était un autre livre, un autre combat, pour traduire le terme même de Mein Kampf.
On n'est pas exactement sur les mêmes combats. C'est pour ça qu'il y a un livre rouge et puis un livre plutôt bleu. C'est bien pour dire qu'il y a deux approches. Il y a une différence entre un texte qui appelle à du meurtre de masse et tous ces commentaires haineux qui rendent irrespirable notre environnement tout court. Je ne parle pas de l'environnement numérique, parce que notre environnement numérique, on se lève avec, on dort avec, on passe sa journée avec, ça vibre tout le temps, c'est notre environnement. Et lorsque vous parliez de l'idée de désindexer, il faut faire aussi attention à la manière dont les choses peuvent être entendues avec la censure. C'est un débat qui est très particulier, qui se rapproche d'ailleurs du débat que l'on peut avoir sur la protection des droits, ou des droits d'auteur, par exemple, lorsqu'on veut désindexer des contenus ou des données personnelles qui sont illicites. Notre travail avec les 50 idées qui sont ici, c'est plus sur comment est-ce qu'on pacifie d'une manière choisie, c'est-à-dire par notre propre engagement, par un autocontrat, notre environnement numérique. C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait en sorte que les commentaires que l'on poste, que l'on met, y compris dans les messageries privées, fassent moins de morts par an. Donc on n'est pas dans la désindexation, on est comment est-ce qu'on travaille sur notre propre modération, c'est-à-dire sur notre propre auto-éthique, un petit peu pour magnifier le serment de l'avocat. Tact et délicatesse et confraternité. C'est un peu comme si on voulait étendre à plus que le cercle des 28 000 avocats parisiens la notion de on peut choisir ensemble d'être des confrères au sens étymologique de la fraternité. Un de ces trois mots qui sont en fronton sur tous les bâtiments de la République. C'est un mot oublié. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a une initiative qui s'appelle Fraternité Générale et qui a été lancée par Fabienne Servan-Schreiber, qui est là pour remettre au goût du jour un mot qui malheureusement tombe dans les sous-sols des musées, y compris des musées classés. Donc le but, c'est de faire remonter des notions, et c'est pour ça qu'il y a un chapitre qui s'appelle la respectologie, qui est un hommage à un philosophe rabbin qui s'appelle Marc-Alain Waknin, qui travaillait sur la bibliothérapie. Et donc là, on est sur la respectologie comme étant un élément pour s'auto-soigner, de remédiation. Quand on lit le livre de Job, d'ailleurs, on s'aperçoit que le travail sur la réparation, c'est pas un travail juste pour les médecins. Nous sommes tous capables d'être nos propres médecins. Et sur Internet, l'idée, c'est de faire... Alors là, je vais prendre un exemple très pratique. Parce que ces propositions, vous savez quoi, il y a un scoop, c'est qu'elles sont déjà en place dans de nombreux endroits. D'abord sur les sites qu'a cité Emmanuel, également trop peu encore avec le barreau de Paris qui a commencé, alors c'était très bien, on était au 12 janvier 2016, c'est une date dont je me souviens bien, c'est la date de l'anniversaire de ma maman, 12 janvier 2016, et là, premier vote du couple Sicard-Attias, c'est sur un rapport de Xavier Autain, c'est le vote du label et de la charte pour l'ensemble des 28 000 avocats parisiens. C'est bien, mais maintenant il faut aller au-delà, et il s'est passé 2 ans, et à part ce vote, il y a une espèce de... c'est quoi le next step? Les choses sont tombées à plat. Alors moi, je vais concret sur ce que doit faire le vice-bâtonnier. Je vais vous donner un exemple de ce qu'a fait un groupe emblématique, puisqu'il a quand même 62 millions de followers. 62 millions de followers, c'est quasiment la population de notre pays. C'est le groupe TF1. TF1 a manifesté son soutien à Respect Zone avec un événement d'une grande ampleur le 4 décembre dernier. Et l'ensemble du groupe TF1, par son département de la responsabilité sociétale des entreprises, ce qui nous anime tous en tant que praticiens, a déclaré que le projet pour les 3 prochaines années du groupe serait le fait d'aller porter les valeurs de Respect Zone en tant que projet de la RSE TF1. 62 millions de followers, pourquoi? Parce que mytf1.fr, LCI, Brest TV, Ushuaïa TV, Histoire. 62 millions, c'est énorme. Et là, on sent une vraie influence. Lorsque vous avez des émissions comme The Voice Kids, comme Love Story, on parle aux populations que nous, dans cette salle, et peut-être même sur la chaîne de YouTube du Musée du Barreau de Paris, on a du mal à toucher. C'est pour ça que le label a été lancé à la Paris Game Week. 400 000 visiteurs par an à la porte de Versailles, grâce à une association professionnelle qui a choisi comme projet de RSE Respect Zone. Donc là, on était devant 400 000 gamers, où d'ailleurs il est très difficile d'être une gameuse. Pourquoi? Parce que le sexisme
dans les parties entre joueurs de jeux vidéo existent, et souvent les gameuses doivent se travestir en gamers pour pouvoir jouer avec leur jeu qui les passionne tant. Alors TF1 fait quoi? Si vous regardez chaque fiche de contact, nous avons tous ici des blogs, nous avons tous ici des fiches contact, par exemple, pour écrire et communiquer avec le cabinet. À côté du bouton envoi, il y a un truc très nouveau qui se passe, c'est que le webmestre a déposé le bouton actif de Respect Zone. L'étape d'après, c'est quoi? C'est que souvent, dans le champ de commentaires qui est vide, vous savez, vous avez le bouton envoi, sauf que maintenant, l'idée, c'est de faire rentrer dans le design des réseaux sociaux. C'est pour ça qu'il y a un chapitre qui s'appelle Respect by Design, parce que nous avons été très bons, collectivement, en tant que citoyens et juristes, pour inviter la privacy by design. C'était même d'ailleurs un des thèmes de la campagne de Barack Obama, campagne numéro 1. Et avec la neutralité du net qui vient d'être rappelée après 2 ans de son effectivité par le président américain actuel. Donc, Internet, c'est fantastique. On a accès à toute l'information du monde en un clic, y compris la pire et la meilleure, sauf qu'on a oublié le respect. C'était mon propos introductif. L'idée, dans notre thèse, qu'on défend déjà à 3 et bientôt à 62 millions, c'est d'aller inviter le respect dans le design de la technologie. Et il s'est passé une chose très importante en juillet dernier, juillet 2000. Est-ce que je peux t'interrompre? Oui. Si on clique, on arrive sur « Je signe la charte ». On arrive sur le site de l'ONG Respect Zone, qui est traduite en 2 langues. Ce soir, avant de venir à cette conférence, j'ai reçu la traduction en danois, parce qu'il y a quelqu'un qui s'est dit « ça pourrait être bien que le Danemark puisse aussi y avoir accès ». Et au Danemark, il y a beaucoup de problèmes aussi, comme dans les pays nordiques. Et la charte engage à quoi? Et la charte engage à 4 paragraphes. Premier paragraphe qui dit « dès lors que vous voyez le label, ça veut dire que la zone, l'espace, numérique ou offline. Lorsqu'une école est labellisée Respect Zone, on n'est plus dans le monde numérique. Lorsque, je l'espère un jour, la Maison du Barreau aura en fronton le label Respect Zone, ça voudra dire que d'abord on assume le vote de 2016, et ça veut dire aussi que quand on rentre dans la maison des avocats, on se rappelle du serment, parce que le serment, pour certains, ça fait longtemps qu'il a été prêté, et parfois quand on prête, on ne nous le rend pas. Et l'idée, c'est de rappeler la règle, comme disait notre ami Bourdieu. Et donc, lorsque vous rentrez dans n'importe quelle école respect zonée, on sait que les insultes, comme les armes, doivent être laissées dehors. Ça veut dire que c'est pareil que si on veut essayer de pouvoir défendre ceux qui font l'objet d'attaques frontales. Alors c'est vrai qu'à la Maison du Barreau, c'est pas l'endroit où on se tape le plus dessus. Mais pensez... Non, mais parce que notre façon, c'est-à-dire toujours de manière fraternelle. D'une manière confraternelle, sinon on passe en commission disciplinaire. À l'intérieur de la Maison du Barreau. Ça reste d'ailleurs. Mais pensez à tous ceux qui font face à du public, surtout si le public est très énervé, voire anonyme. Alors maintenant, on va parler du monde réel, et l'article 1 concerne le monde réel. C'est une image que j'ai déjà donnée, mais imaginez que vous soyez en train d'aller attendre un avion qui prend du retard. Et vous êtes devant votre satellite à Orly ou à Roissy ou ailleurs, et il y a quelqu'un qui est un préposé au sol chez ADP et qui a la malchance d'avoir comme métier de répondre aux sollicitations des passagers qui sont frustrés et dans l'attente. Au bout d'1 heure de retard, vous entendez des gros grommellements en général. Au bout de 2 heures, les grommellements deviennent des injures. Et là, ils commencent à appeler leur meilleur avocat en général. Au bout de 3 heures, on passe à la menace. Et au bout de 4 heures, en général, c'est les coups. Sauf qu'il y a un préposé qui est un salarié, qui n'est pas responsable du fait que l'avion soit en retard, et je défie quiconque ici d'avoir envie d'être à sa place, surtout au bout de la 4e heure. Si vous avez le label qui est explicité dans l'environnement, en se disant, mais ça peut être une respect zone qui doit parler l'ensemble des langues que l'on parle dans un satellite d'un aéroport. Donc on ne va pas se mettre à le traduire dans les 70 langues qui sont pratiquées par les passants et par les passagers. L'idée, c'est de créer un standard. Lorsque on a labellisé le groupe TF1,
C'est pas rien. Et qu'est-ce que ça changerait? Non, mais je vais aller jusqu'au bout de la comparaison parce qu'elle est très intéressante. Donc, qu'est-ce que ça changerait qu'il y ait Ça le veut dire qu'on peut respect invoquer... dans le satellite, les gens seraient moins énervés? Ben, ça veut dire que c'est exactement pareil que si vous me demandez qu'est-ce que ça change de mettre un panneau zone non-fumeur dans un endroit où les gens commencent à fumer. Ben, ça fait qu'on peut invoquer la règle d'une manière beaucoup plus rapide et sans être confrontationnel. C'est-à-dire que c'est pas, on n'est pas en train de dire éteins ta cigarette parce qu'elle me gêne. C'est beaucoup plus facile de prendre un tiers de médiation qui consiste à dire, attends, c'est pas l'endroit, regarde. Et là, le doigt ne se pointe pas sur vous, qui ouvrez votre paquet de cigarettes, mais sur le panneau, vous allez dire, mais non, c'est pas l'endroit. Et lorsque vous avez un endroit est zoné, ou lorsque vous êtes sur le boulevard périphérique, vous avez des panneaux avec une limitation de vitesse, qui n'ont pas toujours existé. Et comme ils n'ont pas toujours existé, les accidents n'étaient pas au même taux. Mais souvent avec un gendarme au bout, quand même. Il y a un radar. Des flashs. Alors, il y a 4 radars sur l'ensemble des 16 km du boulevard périphérique, ce qui fait que les Français, contrairement à toutes les attentes, se limitent à 70, y compris à 4 heures du matin. Ce n'est pas les 4 radars, c'est le fait aussi que la règle soit articulée chaque 50 mètres. Et quand une règle est articulée chaque 50 mètres, elle commence à exister. Et notre travail, c'est de faire parler la règle. Tu dis quoi, toi? Je dis que tu peux répondre, pardon, vas-y, ou si tu veux répondre. Non, je dis qu'après, il faut faire parler nos amis qui ont sans doute des questions et des remarques, voilà. Voilà, alors la parole circule. Et il y en a plus que 4, non? Permettez-vous. La question intéressante serait justement de cadrer la liberté d'expression en prenant précisément l'exemple du Danemark. C'est au Danemark que le problème des caricatures a démarré et justement dans ce pays où il y a une sorte de fanatisme de la liberté d'expression, il y a un besoin urgent du bâton, comme vous disiez, et donc pour aller dans le sens de Philippe Cohen, oui, la liberté d'expression doit être encadrée à tout prix avec le bâton. C'est absolument nécessaire. Pas le bâton du bâtonnier, mais le... Ah oui, non, oui. Le bâton du gendarme. Et un grand merci pour votre traduction, puisque je crois que c'est vous qui m'avez envoyé ce soir. Ce que j'aimerais dire par rapport à l'exemple de TF1, pour continuer dans cet encadrement souple. Moi, je veux bien aussi de la liberté d'expression. que la parole circule vraiment. Alors, si je peux me permettre, dans cette zone où la parole circule. Non, mais il veut dire que il faut quand même qu'il nous expose, parce que sur TF1, à partir du moment où il y aurait sur leur site, voilà, on sait que par avance, on accepte le principe, comment on rentre sur le périph' de pas aller à plus de 70 alors qu'avant c'était 80, de se respecter. Mais ça, oui, très bien. Ce que j'aime bien dans la comparaison du voyageur qui va louper son réveillon parce qu'il y a une grève des aiguilleurs du ciel, ou sont déjeunés avec la permanence, ou sont déjeunés avec sa permanence, peu importe quoi, et qui au bout de 4 heures, on lui dit, etc. Je pense que même s'il a respect zone, il sera passé aux insultes et aux menaces. En fait, je suis moins... c'est là où je suis moins Gandhi que vous. Moi, c'est aussi un principe de réalité chez les avocats. On voit les gens tels qu'ils sont et pas forcément tels qu'on voudrait qu'ils soient. Et donc les énervements, ils seront toujours là, malheureusement, je le crains. Non, mais ce qui est intéressant, pardon, je ne sais pas de Philippe Cohen, c'est que les avocats que nous sommes et qui font pas mal de droits de la presse, moins que toi, mais malgré tout quand même, nous sommes parfois quand même un peu impuissants devant le déferlement qui arrive. Voilà. Donc c'est d'essayer de trouver d'autres solutions complémentaires pour ça que je de la pure règle de droit avec une de la prévention. Avec un rappel. Il y a beaucoup de choses. C'est une élévation vers le haut, ça peut-être que ça l'est. Non, mais ça, moi, je trouve ça absolument formidable. Lorsque TF1 s'est labellisé, ça veut dire que si vous ouvrez n'importe quelle page Facebook du groupe TF1, on vous offre de signer la charte. C'est beaucoup plus difficile. C'est pareil avec l'école. Lorsque les 30 écoles, et il y en aura 52 de plus dans un an, lorsque les 30 écoles signent la charte, et on va labelliser le 4 février, le 6 février, qui est en plus une journée importante, c'est la journée de l'Internet sans crainte, du Safer Internet Day, on va labelliser la plus grande cité scolaire de France, qui est le lycée de Janson de Sailly, 4000 élèves.
Ce qui veut dire que au lycée Janson de Sailly, comme dans les 29 autres écoles labellisées en France et en Belgique, puisque l'association aujourd'hui existe ailleurs qu'en France, à la fin août, 100% des élèves signent, comme vous le savez, le règlement intérieur dans le carnet de correspondance. Sauf que là, ils ont une annexe en plus à signer, qui est une page, qui est la charte Respect Zone, qui dit 2 choses, en gros. Je m'engage à respecter la loi et je m'engage à modérer mes espaces quand on est sur les réseaux sociaux pour faire attention à ce que lorsque quelqu'un invite un déferlement de haine sur mon mur, ma page et mon espace, que je fasse activer l'esprit critique. L'esprit critique, c'est ce qu'on aime tous en tant qu'esprit penseur et pensant et en tant qu'avocat. Et donc je m'engage à ne pas rester passif. C'est le fait de transformer les passifs et les témoins passifs en actifs. Lorsqu'une agression existe, lorsque le préposé, et sur ce point-là nous ne sommes pas d'accord, commence à se faire agresser et qu'il y a 1, 2, 3 personnes qui utilisent l'existence du label, et le plus grand il sera, et le plus il sera excipé, il sera invoqué, c'est beaucoup plus facile pour les passifs qui n'ont pas les mots, qui sont sidérés par ce moment d'une agressivité très forte, de trouver la force de dire « c'est pas l'endroit, calme-toi ». Plutôt que de dire d'une manière confrontationnelle « tais-toi », et là c'est le coup de poing qui arrive. Et d'ailleurs c'est pour ça que les psychiatres qui sont intéressés à notre initiative ont même dit qu'on avait inventé le surmoi de l'Internet. C'est-à-dire ce petit Jiminy Cricket qui vient vous dire, un peu comme un grillon intelligent, attends, est-ce que c'est bien le moment d'aller dire ce que tu avais envie de dire, un peu comme ceux qui ont oublié de tourner 7 fois leur langue dans leur bouche avant de cliquer. Donc lorsque vous avez un pop-up qui sort sur les champs de contact, et c'est ça ce qu'on aimerait dire à Google, Facebook et Twitter, c'est d'aller inviter cette idée-là que TF1 a déjà acceptée, par exemple, dans l'ergonomie de la technologie. C'est beaucoup plus facile à faire, et moi je ne partage pas votre pessimisme, parce que si on est pessimiste, on ne sait même pas la peine de faire une conférence sur le sujet. Je ne suis pas pessimiste, je suis réaliste. Oui. Allez. Je voudrais juste poser une question, puisqu'on parlait de Janson de Sailly, que vous avez signé donc une charte avec Janson de Sailly. Vous avez dit... Tous les élèves ont signé la charte. Oui, justement, c'est ce 4000 élèves. Avec le groupe scolaire, parce que Janson de Sailly, il n'est plus là pour signer. Les élèves, les professeurs, alors... Alors, justement. Il y a quand même eu un problème avec un professeur de Janson de Sailly. Absolument. C'est les souvenirs exacts. Qui a été d'ailleurs suspendu pour... révoqué. Oui. Alors, je voudrais savoir si c'est juste les élèves. Alors, les professeurs sont également concernés. nous avons eu la joie avec Estelle Chemla, qui est ici, notre secrétaire général, d'avoir eu ce message du ministère de l'Éducation nationale qui porte le label sur toutes les pages de tous ces sites internet depuis 3 ans. Et c'est le seul label d'une ONG qui est porté à la fois par le ministère de l'Éducation nationale et par l'UNESCO également, qui est l'Agence des Nations Unies pour la culture, les sciences et pour l'éducation. Et peut-être un jour d'autres ministères suivront. Et ce qui s'est passé avec le ministère de l'Éducation nationale, c'est qu'ils nous ont dit, mais vous savez que la charte Respect Zone, quand elle est signée dans les 30 et demain 70 et plus établissements scolaires, c'est le seul document, c'est le seul contrat qui est signé par les 4 parties en présence. Le seul à l'école en France qui est signé par les profs, les élèves, le personnel, les cantiniers, on n'y pense pas souvent, et les parents d'élèves. Parce que vous avez des écoles plutôt à l'ouest de Paris où le problème dans l'incivilité, c'est plutôt les parents. Vous avez des écoles à l'est de Paris où le problème, c'est plutôt les professeurs. Et vous avez le reste des écoles où le problème, c'est également les élèves. C'est les parents C'est les parents dans l'Ouest. Et non, parce que je pense à certaines écoles à l'ouest de Paris où lorsque l'élève a moins de 16 sur 20, c'est le prof qui se prend des mails d'insultes. Et c'est pour ça qu'il y a aussi un travail à faire avec les parents d'élèves. Donc, pour répondre à votre question, c'est le seul document qui n'ait jamais été signé communément par les 4 parties au combat. Est-ce que ça a changé les choses ? On est en train de le vérifier. De toute façon, le fait que les écoles, alors même que ce n'est pas une obligation, le demandent 3 fois par semaine, y compris à Nouméa samedi dernier. Il y a une école de Nouméa pour la 2e fois, une 2e école en Nouvelle-Calédonie, qui a demandé à se labelliser. J'imagine qu'ils ne le font pas
juste, comme disent les Américains, to look good. Parce qu'il y a un tel problème sur le climat scolaire et la violence que si on ne travaille pas sur la prévention, ce que la justice, pour l'instant, est assez peu à même de faire. La justice fait un travail qui est un travail compliqué sur la répression et sur ce qu'on fait je me permets d'ouvrir une parenthèse. Dans les situations les plus extrêmes et sur la réparation, mais pas sur la prévention. Oui, mais justement, je vais te donner une petite information. Il y a actuellement les chantiers de la justice avec, menés par notre garde des Sceaux, Mme Belloubet, 4 secteurs dans lesquels on a mis à chaque fois des binômes qui vont réfléchir. Alors, il y a la numérisation, il y a l'amélioration de la procédure pénale, et il y en a une sur les peines. J'ai été entendu il y a quelques jours, et j'ai eu la très agréable surprise de découvrir que l'ensemble des personnes qui vont rédiger le rapport et sur lesquelles nous interroger, ce sont ces peines accessoires qui sont trop souvent négligées, alternatives à la prison qui est l'école du crime, et où le civisme s'imposerait parce que serait l'exécution de la peine, à défaut de quoi on irait en prison. Et donc sachez que ce que vous préconisez à ce sujet est une préoccupation. Ça veut dire qu'on pourra aller main dans la main dans les établissements pénitentiaires, afficher le label qui a été porté par le barreau de Paris. C'est surtout le respect zone dans les réseaux sociaux. J'entends bien que ça a lieu de déborder ailleurs, hein, mais votre marque de fabrique, c'est quand même le cœur de métier. Le cœur de métier, c'est dans les réseaux sociaux, c'est l'utilisation des photos, des ceci, etc. Donc c'est une de leurs préoccupations. Je pense qu'il faut aller les voir et leur faire des propositions dans ce sens. Mais, mes amis, non, il y a beaucoup de choses à dire. Je sais, Philippe, mais une phrase. Non, mais je voudrais, s'il y a encore une ou deux questions, parce qu'après, l'heure tourne. Ensuite, l'idée, c'est de se parler un peu 5 minutes hors de ce débat et de faire un tout petit peu visiter le musée et qu'on puisse signer ce livre et continuer à prêcher la bonne parole de l'autre côté du musée, à l'endroit où sont... Mais c'est vrai, il y a peut-être d'autres questions. On a un peu monopolisé la... Des réactions sur Émile, Laurent? Oui. Vous parliez de TF1, mais le problème que me pose votre truc, c'est que... En fait, c'est TF1 qui nous respecte ça. Ça fait plus d'1 heure qu'on parle. D'abord, je ne suis pas l'avocat TF1. Par contre, c'est dommage. Par contre, une des raisons pour lesquelles nous avons travaillé avec TF1, c'est parce que tous les sites de médias, un par un, ferment leurs commentaires. La liberté de l'expression, c'est un point qu'on n'a pas encore dit, c'est un autre angle qui est moins attendu de la part d'une association contre les discriminations, contre le harcèlement et la radicalisation. C'est le fait qu'on est convaincu, et je vais vous le prouver, que nous sommes des accélérateurs de la liberté de l'expression, parce que quand vous avez les sites de presse qui n'en peuvent plus de la déferlante de haine, qui n'en peuvent plus du coût de la modération, y compris lorsqu'elle est externalisée ou lorsqu'elle est effectuée par le stagiaire puni qui a une chance sur 20 d'être radicalisé d'ailleurs. Lorsque non, c'est une réalité. J'écoute. C'est une réalité. Vous parlez du concept de réalité. Les sites de presse ferment un par un leurs commentaires. La liberté de l'expression est en berne. C'est-à-dire que Internet était une promesse. Elle nous a promis depuis 25 ans qu'on allait tous avoir plus d'accès à la démocratie. Et les pays que vous avez cités où l'accès au contenu est un problème, ne sont pas des pays dans lesquels, en tant que démocrate, vous aimeriez vivre. Donc, notre travail à nous, c'est de défendre la liberté de l'expression. mytf1.fr, malgré les moyens du groupe Bouygues et de TF1, ont été amenés, parce que c'était la partie des réseaux sociaux qui était le plus fréquentée, et donc, mathématiquement, qui connaissait le plus de haine. Il travaille avec un prestataire extérieur, avec qui nous travaillons, et qui a accéléré sa labellisation après la labellisation de son client principal, c'est Netino. Eh bien, ce qu'on va faire avec TF1, qui est un acte de courage, c'est qu'on va rouvrir l'expression libre sur mytf1.fr, alors qu'aujourd'hui, l'expression, elle est désertifiée, elle est morte aujourd'hui. Là où il y a le plus d'échanges. Donc, notre travail, et ça peut surprendre en tant qu'élément de langage d'une association antiraciste, c'est que nous rouvrons l'expression libre là où elle est perdue. La démocratie est en danger, la courbe de l'expression libre est en baisse aujourd'hui, et c'est à nous aussi de la réparer.
Donc, alors, est-ce qu'on peut parler de la violence du groupe TF1 ? Ça, je vous laisse responsable de vos propos. Il se trouve que lorsqu'il s'engage pour dire que la haine, ça ne nous ressemble pas, nous portons des valeurs, nous avons 3000 salariés qui ont des vraies valeurs également, et nous voulons être en phase avec nos valeurs et nous différencier de ceux qui ne portent pas les valeurs du respect. Alors moi, j'aimerais juste finir, parce que je sais que j'ai le droit de finir. Finir en tant qu'hommage aussi à notre invité qui est Emmanuel Pirat, puisque lui qui est un fou des réseaux sociaux, j'ai encore vu ce matin que tu as posté le fait que vous avez ici dépensé de manière intelligente l'argent du musée avec une acquisition de Tristan Tzara. Les lettres de Tristan Tzara à son avocat Matarazzo, qui est le père des très grands libraires par ailleurs des surréalistes. On est très content de cette... Est-ce que je peux juste citer une citation de Tristan Tzara, et après vous allez sûrement répondre sur TF1, qui date d'il y a exactement 100 ans. On est en décembre 1917. Nous sommes dans le musée qui vient d'acquérir aujourd'hui cette lettre à son avocat. Et Tristan Tzara dit, il y a 100 ans, les frontières de la sagesse sont inexplorées. Notre conception, c'est de dire que les frontières du respect sont inexplorées. Nous allons les explorer ensemble avec le barreau de Paris. Bravo. Très bien. Parfait. Voilà. Une dernière question, remarque, et puis après on va clôturer cette soirée. Un mot, il y a quelque chose de prévu ce matin, au moins qu'on a acheté pour le déréférencement. Oui, écoute, c'est bien. Alors, il y a une innovation juridique qu'il me peinerait de ne pas rappeler dans notre travail sur Respect Zone. C'est que vous qui êtes tous des aussi fins juristes que ce qu'a décrit que nous étions Emmanuel, il y a un petit TM dans le label. C'est une marque déposée qui a été d'ailleurs déposée par un cabinet qui nous soutient à titre bénévole et qui est là pour dire quoi ? Que nous avons en fait propriétarisé, on a approprié par le droit privé, et il se trouve que le droit privé a insuffisamment, voire jamais, été utilisé pour la défense des droits de la dignité humaine. Et le fait de faire des connexions entre les matières, c'est ça qui, d'après ce qu'on nous a enseigné, fait le bon juriste. C'est le fait de ne pas être le spécialiste uniquement d'un droit ou d'un article. Donc nous avons utilisé le droit des marques, qui a comme avantage de répondre à ce que ne sait pas répondre le droit de l'expression violente, qui est un droit local, extrêmement attaqué, extrêmement l'objet de critiques, et qui est territorial. Le droit des marques, Convention de Madrid, depuis très longtemps, une efficacité internationale que le web envie. C'est-à-dire que l'efficacité d'un référé contrefaçon, que vous soyez au Maghreb, que vous soyez en Russie, que vous soyez au Japon ou en Amérique du Sud, il est efficace en 72 heures, y compris par les avocats locaux. Donc ça veut dire que si... Oui, ça veut dire que quand on protège... Que si quelqu'un... il y a la protection commerciale qui est plus efficace. Donc c'est-à-dire que si quelqu'un signe la charte, porte le label, puisque la charte dit que si vous signez et qu'il oublie de modérer, et qu'il oublie son travail comme TF1, qui s'est engagé, qui est un sacré engagement. Et on lui fait un procès en marque ? On lui fait un procès en contrefaçon, on lui dit au bout de 3 mises en demeure, puisque tu n'es pas capable de respecter ton contrat, par exemple si Dieudonné dit c'est moi le respect. Moi je veux prendre votre label, je vais le mettre et je vais vous montrer que partout où je suis, à commencer par l'Iran, puisque tout le monde sait qu'il est financé par l'Iran, il va dire moi je vais mettre ma société en Iran et vous ne pourrez pas m'appréhender. Sauf que l'Iran a signé la Convention de Madrid et donc on peut aller poursuivre M. Dieudonné devant les juges iraniens pour lui dire désolé, on t'a donné la chance de respecter la charte. Il est présumé innocent de ce seul fait-là. Oui, mais tu as oublié d'être compliant, d'être dans la conformité avec ton contrat. Et donc, à la fin, référé contrefaçon 72 heures, on ne débat même plus du contenu. Il se trouve que la charte a été déposée en marque de certification, qui est une catégorie de marque qui est d'ailleurs assez peu connue. Sachez que c'est une des méthodes qu'on a, nous, pour faire du net cleaning. Quand on n'a pas d'autre voie de droit, si tout d'un coup il y a une utilisation d'une marque, on sait que c'est automatique. Mais c'est un peu un détournement d'un droit parce que c'est pas pour des raisons de protection commerciale. Ça fait de l'innovation juridique. Allez, mes amis, pas de discussion sur la propriété intellectuelle que j'adore, parce que là on va déborder et on rentre dans une autre session. Je voulais vous remercier infiniment tous les deux de vous être prêtés au jeu de cette audition
contradictoires. Remercier vraiment Basile Adair d'avoir pris les dernières quelques précieuses minutes de liberté qui lui restent avant de commencer dès le 1er janvier au petit matin un petit déjeuner avec les permanents, les permanents du matière pénale du barreau de Paris. Je remercie infiniment Philippe Cohen d'être revenu. On attend ton prochain livre ou votre prochain livre. Mais même sans attendre de livre, on peut continuer à propager des propositions. Et nous, on est très contents au barreau de Paris parce qu'on est Respect Zone. Oui, c'est vrai, on va le mettre, Cindy. Respect à vous. On va le mettre ici sur les murs, ça sera encore mieux. Et comme ça, le Respect Zone ne sera pas relégué complètement au musée, mais on fera partie. Je peux vous offrir... Très bien, ah bah oui, on va garder le panneau. Parfait, ben voilà. Très bien. Donc nous sommes Respect Zone. Vous indiquez dans quelques instants, Philippe Cohen peut signer ce livre qui est en vente grâce à notre partenariat avec la librairie de droit de la Place Dauphine. Je remercie infiniment nos autres partenaires, les Nôtres de Paris, qui ne sont pas la chaîne YouTube du barreau de Paris, mais un site média avec qui nous sommes partenaires et qu'on aime beaucoup, qui devrait être Respect Zone aussi, mais il ne va pas tarder à l'être, je le sens ce soir. Voilà, remercie beaucoup les amis du musée du barreau, représenté notamment la personne d'Aurélia Chevalier ici, membre de son bureau. Vous dire aussi que la prochaine audition du musée du barreau est le 6 février avec Henri Leclerc, donc, et Patricia Touronchaud, journaliste importante et connue des services pour les justices, ancienne de Libération, et maintenant qui est sur les jours. Et puis d'ici là, vous avez évidemment l'exposition sur les pièces à conviction à voir. Il y a aussi le 30 janvier, Basile, ça je dis ça parce que je pense que tu es convoqué, l'hommage à Thierry Lévy, oui, avec qui nous avions... ça sera ici ? Ici, ça sera ici, parce que nous avions reçu Thierry il y a bientôt 2 ans pour le lancement des auditions contradictoires. Il avait été un formidable invité. Il est décédé 1 an plus tard. Non pas que notre affaire porte la poisse, mais c'est ainsi. Et donc nous avons choisi le 30 janvier, qui est le premier jour anniversaire de sa disparition, de célébrer ce formidable avocat et ce formidable humaniste, grâce à Basile Adair, grâce à ses fils, grâce à Delphine Boiseul, présidente de l'OIP, notre formidable consoeur, grâce à François Gibault et des gens qui l'ont connu, qui évoqueront donc sa très belle mémoire et son combat aussi contre la haine, consacré notamment une biographie ou un livre à Laborie, qui a été l'avocat de Zola et de Dreyfus. Ça ne me semble pas la moindre des choses à mentionner. Voilà. Et puis vous rappelez enfin que vous pouvez, en sortant, regarder ce magnifique escalier dont la beauté, renaissance et la perspective vous permettront de penser que le respect est également dans l'architecture. Merci à vous. Merci.